terminer cette soirée allemande, je vais vous présenter deux de mes anciennes collègues, Christa et Annick, et qui vont intervenir pour vous présenter, c'est Unterwasser, le titre. Unterwasser, le titre de... Voilà. Donc, un texte dont elles sont les traductrices et où elles vont vous en donner en quelque sorte la primeur, chacune parlant à tour de rôle. Donc je leur donne tout de suite le deuxième micro et je leur laisse la parole. Christa, Annick, à vous. Bon, alors on change complètement d'état d'esprit. C'est pas du tout la même chose que le cinéma que vous venez de voir. Les marionnettes, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un mode de représentation qui est effectivement très connu, répandu dans le monde entier et qui se développe suivant les contextes. Ça prend donc des valeurs très différentes suivant les périodes. Pour la littérature allemande et pour la culture allemande, la marionnette a un rôle particulier puisqu'elle est très souvent utilisée pour les adultes. Elle a par exemple représenté la légende de Faust dès le XVIe siècle en marionnette. Le grand auteur romantique Kleist s'appuie sur l'argument des marionnettes pour expliquer ce qu'est la grâce naturelle. Et comme vous savez sans doute, à Salzbourg, on joue depuis l'orée des temps, depuis qu'il est composé, la flûte enchantée de Mozart en marionnette. Donc la marionnette, c'est une figurine qui représente des êtres vivants. À toi. En bois, papier ou en tissu, à fil, à tige ou à gaine. La marionnette trouble les effets d'identification du spectateur et met à distance ses projections, tout en y faisant allusion. Elle met ainsi sur le registre de l'étonnement tous les comportements de sorte qu'ils deviennent à la fois problématiques et poétiques. Ce potentiel est beaucoup exploré sur nos scènes actuelles. Il y a un réel regain d'intérêt pour ce mode de représentation un peu partout, au cinéma et au théâtre. Julie Sermon de l'Université Lumière Lyon 2 résume ainsi son article sur les dramaturgies marionnettiques. Je cite. Depuis le tournant du XXe siècle, la marionnette n'est plus seulement un instrument théâtral spécifique, mais un modèle ou un idéal esthétique, un régime d'énonciation et de représentation alternatif qui, de façon explicite ou latente, continue d'inspirer les auteurs, quelle que soit la nature des interprètes auxquels ils destinent officiellement leurs textes. Parmi les auteurs inspirés, nous connaissions Günther Eich, né en 1907, mort en 1972, dont un texte nous a paru extrêmement actuel, alors qu'il n'était pas encore traduit en français. Nous avons donc eu envie de le mettre à la portée d'un éventuel public francophone. Günther Eich, né donc, comme je l'ai dit, en 1907, dont le poème « Inventaire », écrit au camp de Remagen en 1945, apparaît comme l'emblème du désarroi d'après-guerre en Allemagne et en Autriche, est un représentant éminent de ce qu'on appelle la Trümmerliteratur, c'est-à-dire la littérature des ruines. Dans ce poème, il énumère les pauvres objets qui lui restent pour lui en propre. Et c'est une sorte de bouée pour sinistrer, dans laquelle il y a une mine de crayons, qui devient alors promesse d'une création poétique nouvelle. Atterré devant l'anéantissement inimaginable, comment redonner au langage la puissance littéraire qui permet de vivre et de survivre? Le substitut de la marionnette pouvait faire partie, entre beaucoup d'autres, des expériences tentées par les écrivains qui se réunirent pour former
en 1947 le groupe 47, foyer de renaissance d'une littérature de langue allemande. Günther Eich reçut le prix de ce groupe 47 en 1950, puis il reçut aussi l'important prix Georg Büchner en 1959. En 2007, la commémoration de sa naissance donna l'occasion de nombreux hommages à l'éminent poète qu'il fut. Günther Eich n'est pas seulement un grand poète, il est aussi maître d'un genre qu'il porta à la perfection, la pièce radiophonique, un moyen d'expression dramatique particulièrement suggestif. Et il s'intéressa aussi aux marionnettes comme telles. La pièce Au fond de l'eau, que nous venons de traduire, est née d'une rencontre avec le marionnettiste Harro Siegel en 1957 à Braunschweig. Günther Eich découvrit alors le pouvoir poétique, cruel et drôle de marionnettes, évoluant dans un monde aquatique. À partir de là, il créa ce qu'il appelle un ballet théologique. Danse, dialogue et déroulement de l'action s'entremêlent en une pièce décrite par l'auteur lui-même comme comique et sombre. Alors pourquoi parler d'un ballet théologique ? La présence d'une marionnette serpent que nous ne voyons pas, mais on aurait peut-être pu la voir, je ne sais pas, a pu inspirer une discussion théologique qui renoue avec la tradition des marionnettes de Faust, que Goethe reprit dans le prologue initial de son Faust, où Dieu dialogue avec le diable. Alors chez Günther Eich, c'est un ange qui intervient pour critiquer la façon dont le déluge s'est déroulé. Donc ça rentre dans la tradition de la pièce pour marionnettes avec un arrière-fond théologique. Comique et poésie, comment se conjuguent-ils ? Dès le début de la pièce, nous faisons connaissance avec Elias Johnson, un ancien matelot, assis à sa machine à écrire, sur un voilier coulé, échoué, en train de taper le début de ses mémoires. Il se présente lui-même avec un passé glorieux. Quand il décrit le rôle qu'il a joué en 1805, dit-il, dans la bataille de Trafalgar, ce qui expliquerait la perte de sa tête. Elias, je ne peux pas rendre la bataille de Trafalgar nulle et non avenue. Regardez, Nelson se tenait là, à cet endroit. Il indique les déplacements et fait la démonstration. L'ange l'interrompt. Nelson est supprimé. À tribord, la flotte franco-espagnole réunie. Moi, à peu près ici. Camarades, s'écria Nelson, on a gagné la bataille. Et puis tout s'est précipité. J'ai vu le flash d'un coup de feu. D'un bond, j'ai sauté devant Nelson. J'ai risqué littéralement ma tête. Et c'est elle qui a pris. Un horrible boulet de canon, ma tête fracassée, mais Nelson, grâce à mon intervention, sauvé. Moi, décapité, emporté par-dessus bord. L'ange, tout cela va être différent. La tête qu'Elias porte désormais sur ses épaules n'est donc pas sa tête. C'est une tête de récupération, d'occasion, amovible et échangeable. Elle contient alors des souvenirs d'un contemporain du déluge, Abimélec, et le langage biblique de son ancien propriétaire. Elias doit combattre la confusion qui s'empare de lui par moments. Il défend sa version de sa biographie à force de répétition et de fausses précisions. Et quand il dépose sa tête d'emprunt pour en chasser les interférences, il la remplace par une bouteille de rhum et il décrit alors avec une nostalgie dithyrambique sa tête, celle qu'il regrette, celle qu'un boulet de canon a fait éclater dans la bataille. Voici Elias qui parle donc de sa tête. Quand je pense à mon ancienne tête, c'est quelque chose tout de même d'avoir toujours la même.
On la porte dès la petite enfance et elle a droit à un bonnet de laine pour l'hiver. Et puis, elle grandit et finit par devenir quelque chose d'unique. Agnès, unique? Non, il n'y en avait pas d'autre comme la mienne. Aucune? Aucune. Aucune? Des sourcils comme un toit protecteur. Un nez maître du zéphyr et du boré. Une mâchoire à broyer les cailloux. Des yeux voyant clair jusque dans le futur. Des oreilles qui entendaient le passage de l'escargot comme 4 chevaux attelés au carrosse de Sa Majesté le roi d'Angleterre et d'Irlande. Tu exagères. Et toi, tais-toi. Elle concevait des pensées de nacre. Sans être à proprement parler ronde, car elle était plutôt oblongue, elle était pourtant supérieure à tous les corps ronds. Saturne, Mars, Vénus, vous toutes les planètes, pauvres loupiotes que vous êtes, vous n'étiez vraiment rien à côté de ma tête. Je veux lui consacrer un chapitre entier dans mes mémoires et rendre hommage alors à tout ce que je n'évoque pas maintenant. Les cheveux, la peau, la bouche, le menton et les pommettes. Ma tête avait 1000 aptitudes, un monde à elle seule, impossible à dire en quelques lignes. Pour Elias, il n'est cependant pas facile de renoncer au passé glorieux fantasmé. Et comment choisir entre 2 têtes disponibles? Le côté fantaisiste, tout comme les paroles incongrues de ceux qui ne portent pas leur propre tête, ou qui en changent comme on essaye un chapeau, ou bien les propos de ceux qui ont des préoccupations bassement terrestres au sens propre. Il faut bien faire le ménage. Tous ces facteurs sont très drôles, mais ils sont drôles dans un monde cruel. Parmi les humains de la pièce, il s'agit en fait de quelques noyés. On apprend incidemment à leur sujet que les poissons n'en ont pas voulu. Il y a Agnès, ou Agnès, prononcé allemand. Elle tient un bar au fond de l'eau, mais ses souvenirs, fantasmés par elle, comme Elias fantasmait les siens, sont ceux du personnage historique d'Agnès Bernauer, la fille d'un barbier d'Augsbourg qui a vécu au début du XVe siècle en Bavière et fut célèbre pour sa beauté. Mais à la suite de sa relation avec Albert, duc de Bavière, elle fut condamnée pour sorcellerie sur l'ordre du duc régnant, le père d'Albert. Agnès Bernauer a été noyée dans le Danube en 1435. Au XIXe siècle, plusieurs grandes tragédies ont raconté son sort. Dans la pièce de Günther Eich, Agnès se plaît à évoquer les moments de pur bonheur qu'elle a partagés avec son bien-aimé. Elle cultive à force de répétition ses souvenirs d'un grand amour, d'un prince qui était allé jusqu'à l'épouser en dépit de la raison d'État. L'émotion de ces évocations pleines de poésie est tempérée par les moqueries des autres personnages qui ont dû entendre ces récits maintes fois. Un rôle tout particulier échoit au Poulpe, l'un des intervenants proprement marins. Il a, lui, d'emblée la possibilité physique d'essayer à son tour une tête momentanément disponible. Il participe ainsi au jeu des identités multiples, complexes, avant de prendre le relais d'Elias. À la fin, il va rédiger la suite des mémoires inachevées d'Elias et défendre l'humour et son idée d'une liberté totale quand on est dans la fiction. Le résultat promet d'être effectivement une création littéraire libre. Des êtres d'origine mythique et biblique complètent ce petit monde. Frédéric, la compagne d'Elias, vit avec lui sur un voilier échoué. Elle est une sirène, mère de famille nombreuse, très préoccupée par ses tâches domestiques. L'arrivée de l'ange est l'élément déclencheur dans la pièce de Günther Eich. Cet ange, qui vient d'un passé biblique, est le seul à pouvoir mettre un nom sur la tête d'emprunt qu'Elias porte au début de la pièce. Un nom qui réveille alors des bribes de souvenirs, même si Elias s'en défend. L'ange est persuadé qu'il suffirait qu'Elias, Abimélec,
reviennent sur son refus de s'occuper de l'arche pour que tout soit changé, mais cela relève d'une illusion sur fond de monde absurde qui renvoie les hommes à des aléatoires récits de soi. La question qui hante l'ange de la pièce hante aussi les animaux marins. Ils se sentent concernés par le thème du déluge, cette catastrophe qui les avait épargnés. Ils redoutent l'imminence de nouveaux cataclysmes, de catastrophes inconnues à venir. Les bruits qui circulent à ce propos au fond de l'eau sont aussitôt la cause de déplacements de bancs de poissons qui cherchent à se mettre à l'abri en migrant. Ce thème peut être exploité par un metteur en scène qui s'y intéresserait particulièrement, car la polyvalence de la pièce est riche. Nous rencontrons au fond de l'eau aussi un colporteur, un Bernard l'Ermite, des bancs de poissons, un requin. Le masque souriant du requin marionnette de Harro Siegel a pu donner à Aich l'idée d'en faire un parfait hypocrite. Cette énumération de personnages augure de confrontations, de points de vue, de péripéties amusantes ou d'affrontements brutaux. La pièce, prévue pour des marionnettes, peut probablement être jouée par des acteurs portant les masques adéquats, ce qui augmente son potentiel. Car la polyvalence des thèmes abordés est considérable. Où mène un naufrage ? La quête de soi dans le regard d'autrui et dans le récit de soi. S'échapper dans un ailleurs lointain, comme ce Mexique fantasmé et illusoire. Échapper à soi-même pour survivre. Sens et non-sens de l'existence. Ironie et indifférence du secours religieux. Désarroi et dérision sur fond de mauvaise foi et de fragilité des hommes. À propos de la traduction, nous avons rencontré les problèmes traditionnels de toute traduction, à commencer par les genres différents dans les deux langues. Parfois, il est facile de s'adapter. Quand le serpent, féminin en allemand, fait allusion à sa cousine du jardin d'Éden, c'est le cousin qui s'y substitue. Et la pieuvre, qui joue un rôle important, s'avère à la lecture de la pièce être homosexuel. Il faudrait préférer alors la traduction par le poulpe. Nous avons aussi rencontré un petit dilemme. Pressé par le serpent, Élias fait un double récit de son exécution capitale. Il porte à ce moment-là sans doute sa tête d'origine d'ancien condamné à mort. La situation et la tête, ainsi que le récit même, donnent une authenticité à ses souvenirs, qui est en contradiction avec les deux modes différents mentionnés, la pendaison et la guillotine. Dans notre traduction, nous avons conservé les deux termes et nous avons tenu à conserver les deux récits tels quels. Ils superposent en quelque sorte deux souvenirs possibles et donnent à voir que l'authenticité d'un souvenir n'est guère plus grande qu'un faux souvenir fabriqué pour les besoins de la cause. Comme la participation d'Élias à la bataille de Trafalgar, ou les moments de pur bonheur passés au bord du Danube dans les souvenirs d'Agnès. Le défi majeur reste qu'au théâtre, il faut restituer à chaque réplique le ton juste, lui donner sa qualité typée et cohérente dans l'évolution des échanges. Dans la littérature narrative, le contexte est une aide. Au théâtre, il faut un énorme effort d'imagination pour travailler le côté percutant du dialogue vivant. Nous avons souvent mimé les échanges, invoqué le gueuloir flaubertien, comme des acteurs, pour faire émerger l'expression satisfaisante qui paraîtrait naturelle, en l'occurrence efficace sur scène.
Nous conclurons en évoquant la beauté des marionnettes, leur effet magique et leur expressivité exceptionnelle qui libère la créativité des plasticiens autant que celle des artistes du théâtre. Nous avons vu l'impact des très belles marionnettes de Harro Siegel que vous pouvez admirer sur Internet. À Montpellier, c'est de pleine actualité, car nous avons relevé le spectacle de marionnettes pour adultes créé par Juan Miró, qui porte une adaptation de la pièce de Jarry, Ubu. C'est une présentation du Printemps des comédiens, du 8 au 10 juin 2023, une création du grand Bob Wilson. Ce printemps met en valeur aussi le théâtre de langue allemande, en présentant Extinction, grande fresque nourrie de Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler, dans une création de la fameuse Volksbühne de Berlin, sous l'égide de Julien Gosselin, un metteur en scène français. On pourra voir aussi Georges Lavaudan créer une version théâtrale du Rapport pour Académie de Kafka. Et enfin, Sylvain Kreutzevaux met en scène une adaptation théâtrale d'Esthétique de la résistance, la grande œuvre de Peter Weiss, élaborée entre 1971 et 1981, qui est une grande fresque des mouvements antifascistes en Allemagne. Peter Weiss est lui aussi un écrivain éminent du groupe 47, compagnon de route, si on peut dire, de Günther Eich. Merci.